Tu fais de la musique classique maintenant? Ouais. Ah, t'as enregistré ça où? Ici, là, au studio. Hein. Un orchestre symphonique dans 12 mètres carrés, tu te fous de moi? Non, c'est du midi. Non, il est 14h. Bolos. Quoi? Non, rien. La musique avant c'était surtout des croches, des noires et des blanches. Aujourd'hui c'est aussi beaucoup de 0 et de 1. En à peine 40 ans, on est passé du tout acoustique au tout numérique, ou presque. Voyons de plus près comment ça se passe et ce que cela implique. Si je vous dis midi, vous pensez à quoi? Enfin, c'est pas l'heure de déjeuner là? Si j'ai vu juste, vous pouvez vous permettre de regarder la vidéo jusqu'au bout. 2 fois. En musique, MIDI est l'anagramme de Musical Instrument Digital Interface. Interface digitale pour instrument de musique. Je traduis tout, hein, on sait jamais. C'est un protocole mis au point en 1983 qui permet la communication entre un contrôleur MIDI qui va envoyer un signal et un expandeur MIDI, une sorte de logiciel, qui va transformer ce signal en son. La connexion entre les deux se fait par un connecteur DIN à 5 broches. Coucou, je suis un connecteur DIN à 5 broches. La norme MIDI permet d'envoyer des messages de différentes natures. La hauteur de la note, sa vélocité ou volume noté de 1 à 127, la durée de la note et d'éventuelles modulations, et autres bends. On peut utiliser un clavier MIDI, aussi appelé clavier maître, ou encore des pads, très utiles pour les percussions. Que faire de ces informations MIDI? Eh bien, tout l'intérêt est d'assigner un son à chaque note en allant puiser dans une banque de sons. Mais c'est quoi ça? Une banque de sons? Essaye pas de m'embobiner, raboule le fric! Parlons rapidement de la norme General MIDI, ou GM, un ensemble de sons synthétisés, c'est-à-dire recréés artificiellement. Cette norme avait pour vocation d'être universelle, c'est-à-dire reconnue par toutes les cartes son, sur n'importe quel ordinateur ou synthé. Bon, clairement c'est pas très excitant, hein. Les sons de synthé sont plutôt convaincants, mais les imitations d'instruments acoustiques sont vraiment douteuses. De nos jours, la réalité est tout autre. La puissance et la capacité de stockage des ordinateurs est telle qu'on peut générer des sons beaucoup plus réalistes. Cette révolution a un nom, on appelle ça les instruments virtuels, ou VI. Et ces logiciels utilisent des échantillons, des samples quoi. En gros, quand j'appuie sur une touche de mon clavier maître ou sur un pad, le logiciel va lancer la lecture d'un fichier audio enregistré sur un vrai instrument. Suivez ? Chaque instrument, comme ce violoncelle, a été enregistré de façon méthodique, dans des super conditions et avec du matos de malade. Franchement, moi, si je voulais enregistrer un violoncelliste ici, eh ben, le résultat serait de moins bonne qualité. Ok, laisse tomber, c'est naze. Puis de toute façon, c'est même pas un violoncelle. Ces instruments virtuels contiennent des centaines, voire des milliers de samples, enregistrés avec un maximum de nuances pour plus de réalisme. Ok, j'avoue tout. Instant confession. Voilà, je voulais vous dire qu'en fait, dans mes morceaux et mes vidéos, j'utilise pas une vraie batterie, comme celle-là. J'utilise des instruments virtuels parce qu'en fait, le résultat est de meilleure qualité et plus rapide. Et je dois dire qu'avec le temps, j'ai développé un certain toucher. Oui, je triche, mais franchement, tout le monde fait ça. Quel beau métier. Très bonne remarque, Pichard. En effet, le risque, c'est de déshumaniser la musique et d'uniformiser le son de chaque groupe. C'est bien la limite la plus évidente. Pour moi, rien ne remplace le son d'un vrai instrument et le toucher d'un interprète. Puisqu'on parle de musique et de numérique, un petit détour rapide s'impose au pays des Wave, AIFF, MP3 et autres FLAC. Il existe tout simplement différents formats d'encodage de la musique. Ils varient selon les développeurs et selon la qualité qui s'exprime en nombre d'informations par seconde. Plus il y a d'informations, plus la qualité sera bonne et plus le fichier sera lourd. On parle de fichiers lossless. C'est par exemple le cas du Wave et de l'AIFF de la qualité d'un CD ou encore du FLAC, le Free Lossless Audio Codec. À l'inverse, les fichiers compressés comme le MP3 peuvent générer une perte de qualité audible au profit d'une facilité de stockage. Le taux de compression moyen d'un MP3 est de 192 kilobits par seconde. C'est kilobits? C'est Bilbo? C'est Frodon? C'est 7 à 10 fois moins lourd que pour un CD en moyenne. Et c'est quand même dommage d'écouter des MP3 de mauvaise qualité quand certains artistes se prennent la tête sur les détails. Comme si moi je faisais des vidéos en HD et que vous les regardiez sur un smartphone. Hein? Ça vous viendrait pas à l'idée? Vous êtes sur quoi là en ce moment? Allez, je vous bisous et je vous dis à très vite pour le prochain et dernier numéro de l'Odyssée du son. Nous y parlerons de la deuxième vie des morceaux. Remix, mashup et DJing au programme. Jing au programme. Ok, j'y vais.